Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une des séances les plus attendues probablement de ce forum et il est consacré au Sahel. Nous avons peut-être un des panels les plus fournis et je vais commencer par présenter. Je commence par la fin à tout senior, tout honneur. Merci, Monsieur Jawad Kerdoudi, d'être sur ce panel. Vous êtes le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales, et nous savons aussi que vous êtes le tout premier HEC du Maroc. Vous auriez pu profiter de votre retraite, mais vous avez décidé de la partager avec nous. Ça s'applaudit et on vous remercie. Et puis, Monsieur Jean Dufour, vous êtes amiral, vous êtes rédacteur en chef de la revue de défense nationale, une revue qu'on ne présente plus. On vous remercie d'être sur ce panel. Et M. Abdellah Koulibaly, est malien, il est le fondateur de l'Institut des hautes études de management du Mali. Il est le président également du Forum de Bamako qui sera à sa 14e édition en février prochain. L'IHM est considéré comme un des pôles d'excellence du Mali, un promoteur qu'on ne présente plus et qui est effectivement une des figures du Mali gagnant. Merci Abdallah Koulibaly. Et M. Francis Delon, qui est secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale en France. La France, dont l'action sur le Sahel se passe désormais de commentaires. François Hollande l'avait dit lui-même, il s'agissait pour la France de repayer à l'Afrique une partie de ce qu'il lui doit. Et beaucoup de présidents et de citoyens africains ont pensé effectivement qu'avec l'action française au Sahel, la France a soldé un contentieux historique. Merci, M. Delon. M. Seck Sidi Diarra, diplomate malien, qui a longtemps été en poste en Algérie aux Nations Unies, qui était sous-secrétaire général des Nations Unies. Il va dans ce forum nous parler plus longuement des réponses des Nations Unies à la crise sahélienne. Merci d'être là. En fait, c'est un rat du forum de Tanger. Merci d'être là, Cheikh Sidi Diarra. Et puis, M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, qui est politologue, professeur à Genève. Il est le co-auteur d'un livre sorti cet été, donc La guerre au Mali, et nous l'avons vu de plus en plus, c'est une des voix émergentes, les plus autorisées sur la crise sahélienne. Ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, merci Ould Mohamedou. Et last but not the least, M. Michel Reverend de Menton, ambassadeur du Mali, ambassadeur de France au Mali au moment où c'était le plus chaud, au moment où le Sahel était devenu carrément l'entrepôt d'otages. On l'a vu sans sortir des réserves diplomatiques, nous l'avons entendu hausser le ton, s'inquiéter pour le Mali. Monsieur Reverend Menton est aujourd'hui l'envoyé spécial de l'Union européenne sur le Sahel. Il passe son temps dans les avions et nous le remercions d'être là. Et puis à vous tous, donc jeune public, surtout les étudiants, on vous demande de vous applaudir et je vous promets que vous aurez un peu le temps de poser vos questions, de faire des contributions à ce débat très important sur le Sahel que nous essayons d'aborder de trois manières. Un, la crise du Sahel, est-ce qu'elle existe vraiment? Quelle est sa nature? Comment elle se manifeste? Quelle en est l'étendue, quelles en sont les conséquences possibles. Dans un second temps, nous essayons de voir un peu les réponses, donc les réponses au niveau national, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et les réponses au niveau régional et international, à quelles conditions et comment peut-on avoir une réponse adéquate à la crise du Sahel. Mais je vais demander déjà à notre doyen, Monsieur Kerdoudi, de nous parler un peu de sa perception de la crise du Sahel. Merci, Monsieur le Président.
effectivement, cette crise du Sahel est réelle. Monsieur le Président a dit, est-ce qu'il y a une crise? Il y a effectivement une crise qui se manifeste, comme vous le savez, par des kidnappings de personnes, par malheureusement des assassinats de journalistes, chose qu'on ne peut tous que déplorer, et par également un trafic d'armes, un trafic de drogue. Et donc cette région vit effectivement une situation très dangereuse pour les pays voisins, dont le Maroc, bien que nous ne soyons pas, si vous voulez, très proches du conflit, nous considérons au Maroc que nous sommes impliqués. Et d'ailleurs, le Maroc s'est impliqué directement, à la fois en participant au 5+5, vous savez que c'est un groupement qui s'intéresse particulièrement aux problèmes de défense, mais également par notre soutien, et ça je tiens à le dire, au Mali, dès que nous avons appris le danger que risque ce pays, le Maroc a tout de suite apporté son soutien au Mali et en installant justement un hôpital, comme vous le savez, à Bamako. Et donc, nous considérons que nous sommes impliqués et nous voulons apporter également notre contribution. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire dans cette première partie. Merci. Merci, Monsieur Kerdoudi. Alors, Monsieur Oulemoidi, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes chargé de cours et vos cours portent sur les questions de sécurité, les questions sur le Sahel. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants concernant la crise du Sahel? Je vous remercie et permettez-moi d'abord de remercier le forum. Toujours un plaisir d'être ici avec vous. Je crois que pour entrer dans le vif du sujet, il faut prendre acte de où nous sommes aujourd'hui. En janvier prochain, il y aura un an après l'intervention française. Je crois qu'un certain nombre de choses importantes se sont passées. Il faut se féliciter d'abord de la souveraineté retrouvée du Mali. Une des parties du problème, c'était la partition. La grande partie nord du territoire avait été prise par contrôle par des mouvements terroristes. Une élection a eu lieu à 2 tours qui a permis au Mali de renouer avec sa tradition de transition démocratique entamée il y a déjà une vingtaine d'années. Et puis également, nous avons, M. Kerdoudi en parlait, un concert régional plus élargi qui permet aussi de traiter la question sécuritaire dans un cadre de coopération. Ceci dit, la crise, et elle existe, est loin d'être réglée. Les questions sécuritaires qui ont été rappelées, des attaques au mortier, des explosions de ponts, des kidnappings, la question sécuritaire persiste. Sans parler de la question de Kidal, et on y reviendra. Alors pourquoi? Je crois qu'il faut simplement prendre acte du fait que la crise sahélienne est une crise multiple. Et on a tendance à regarder plus immédiatement les manifestations dans les 3-4 dernières années, mais en réalité, je crois qu'il y a une profondeur qu'il faut rappeler. C'est 3 crises en gros. La première, elle commence au début des années 2000, c'est l'arrivée massive de ces groupes terroristes, le groupe salafiste pour la prédication, le combat algérien qui déverse sa violence sur le nord malien, graduellement prenant sous contrôle une grande partie du Sahel. Deuxièmement, une question malienne, une crise politique qui, au ralenti, pourrit, qui ne traite pas la question touareg, qui aboutit ultimement à ce qu'on a vu, c'est-à-dire une incapacité à répondre à ces menaces sécuritaires au nord. Et puis, très important également, le déversement insécuritaire libyen après l'intervention et ce qui s'est passé dans ce pays. Tout ceci fait qu'à partir de 2009-2010, on a une accélération, donc cette profondeur historique dont je parlais et cette accélération. Et à partir de là, nous avons ultimement eu une situation dans laquelle, c'est assez inédit pour le préciser, une grande partie d'un des États les plus importants dans la région et en Afrique était littéralement pris sous contrôle. Donc il fallait répondre à ceci. Nous entrons aujourd'hui dans la phase qui, à mon sens, est la plus importante. Nous sommes à la croisée des chemins. Et pour peut-être m'arrêter à ce point, à ce stade, je dirais que le premier défi pour moi, pour l'instant, est celui de la reconstruction de l'État malien, la reconstruction des institutions, la transition, la capacitation de ces nouvelles autorités pour pouvoir traiter à la fois toutes ces questions sécuritaires, mais également politiques et constitutionnelles et politiques de manière générale.
Merci. Abdallah Coulibaly, la 13e édition du Forum de Bamako s'est longuement penchée sur la crise malienne et je sais aussi que vous êtes l'animateur dans des réseaux Internet les plus étoffés du pays qui échangent beaucoup sur la crise. Quelle est la lecture que vous faites de la crise du Sahel? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le sympathique Brahim et sa dynamique équipe de nous donner l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui et remercier le peuple marocain pour sa légendaire hospitalité parce que depuis qu'on est là, on ne voit que des beaux sourires. Merci beaucoup pour cette hospitalité. Alors, par rapport à la crise dont vous parlez, dans notre réseau, ce qui ressort, c'est que la crise est multidimensionnelle. Notre ami vient de parler tout de suite de la rébellion, de la crise libyenne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette crise vient après d'autres crises qui ont été plus ou moins résolues dans la précipitation par des accords qui ont poussé l'État malien à dégager une grande partie de son territoire en enlevant l'armée de ces zones. Alors, la conséquence de ça, c'est quoi? On crée un no man's land et on crée des couloirs que des gens qu'on appelle aujourd'hui des rebelles, mais en grande partie des terroristes, surtout des trafiquants de drogue. Imaginez que, d'après un rapport de l'ONU, 40 à 50 tonnes de drogue transitent par ces couloirs pour quitter l'Afrique de l'Ouest et partir en Europe. Ça fait, d'après l'ONU, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, c'est du gros business. Derrière tout ça, maintenant, comme l'a dit notre ami, le problème des djihadistes. Et ces djihadistes, il faut dire la vérité, en réalité, n'ont rien à voir avec la religion. C'est aussi des bandits qui viennent, à travers les enlèvements, créer tout le désordre dans toute cette zone. Alors, pendant longtemps, dans la sous-région, les gens ont pensé que le problème était malien. Et malheureusement, on s'est rendu compte que l'épicentre s'est vite déplacé. Avec la crise libyenne, on a vu l'attaque d'In Amenas. Conséquence, 800 otages de plus de 20 pays du monde. La guerre est devenue locale, régionale, est devenue internationale. Voilà pourquoi la communauté internationale a compris que la crise, c'est l'affaire de nous tous. Et je m'arrête là par rapport à ma présentation. Monsieur Jean Dufour, universitaire et chercheur, comment décrirez-vous la crise du Sahel? Merci, et merci encore de m'avoir invité à partager quelques idées. Je vais le faire donc en stratégiste, et je voudrais ajouter peut-être une autre gamme d'explications pour revenir sur la crise de l'État, en rebondissant sur ce qu'a dit M. Ould Mamadou, parce que je crois que ce qui se passe là, c'est une véritable crise de l'État, en général, qui est liée à la mondialisation, et je voudrais juste donner trois petits points sur cette réalité. Je crois qu'il y a ici, dans la bande saharo-sahélienne, il y a la question de la difficulté de la relation des centres avec les périphéries. Je vais y revenir en une minute. Il y a une deuxième difficulté, c'est que l'État, aujourd'hui, l'État moderne, est dépassé par la mondialisation. Il a d'énormes difficultés à se situer par rapport au local et par rapport au régional. Et puis la troisième difficulté, ou la troisième réalité de ce qui se passe actuellement, me semble-t-il, est la question de la criminalisation générale des activités que les États doivent supporter. Et donc, je vais revenir brièvement sur ces trois petits points. Problème centre-périphérie. Je crois que c'est particulièrement vrai dans la région saharo-sahélienne. Il n'y a pas de périphérie qui accepte facilement les centres et les capitales. Les capitales sont loin de cette région et la plupart des populations qui vivent dans cette région aujourd'hui se sentent soit frustrées de ne pas être perçues, de ne pas être prises en compte. Il y a donc cette espèce de tension qui va vers des rébellions ou qui va vers des zones grises. Cette question centre-périphérie, à mon avis, est une question centrale qu'il faut regarder car elle est commune à la plupart des pays, des États de la bande saharo-sahélienne et je pourrais longuement développer ce point que la science politique a lui-même développé. Je voudrais ensuite venir brièvement sur le deuxième point qui est cette question de l'État moderne aujourd'hui. Ce n'est pas une question africaine, ce n'est pas une question d'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une question de la CEDEAO, c'est une question générale dans le monde. L'État moderne aujourd'hui est trop grand pour les petites choses et trop petit pour les grandes choses, il ne sait pas où se situer. Il est dépassé en fait par les initiatives locales qui veulent leur autorité, qui veulent maîtriser leur destin, et puis les initiatives un peu plus larges, surrégionales, qui
à l'échelle d'une sous-région, voire à l'échelle d'une région comme l'Europe, c'est une question européenne aussi, veut prendre en main la destinée des peuples. Et donc il y a là une tension permanente et l'État a du mal à se situer. Et d'ailleurs, ceux qui lisent la presse nationale française sauront que la semaine dernière, il y a eu une sorte de cri d'alarme lancé par un stratégiste français bien connu qui a dit « c'est la fin de l'État-nation, on n'y arrive plus ». Je ne vais pas loin, mais on pourrait longuement développer cette... Le troisième point, c'est la criminalisation. La criminalisation des activités humaines est en train de se développer partout. Les entreprises illicites sont nombreuses et elles se criminalisent. Et la plupart des États ne savent pas y faire face, voire sont aujourd'hui gangrénés par le cancer d'une corruption qui est finalement articulée sur des marchés transversaux, des marchés dont, dans la bande sahélo-sahélienne, on a une connaissance très aiguë, que ce soit bien sûr la drogue, on en a parlé, mais que c'est aussi les trafics de voitures, des trafics de médicaments, on en parlait ce matin dans un autre panel, ou encore des trafics d'êtres humains. Voilà, pour moi, 3 raisons que j'ajoute à celles qui ont été données et qui justifient cette grande tension et cette grande crise aujourd'hui. Monsieur Révérend Menton, vous étiez un excellent poste d'observation au Mali comme au Tchad pour parler effectivement de cette crise du Sahel. Monsieur le modérateur, merci bien. Alors, quand on intervient déjà après des interventions aussi précises, c'est compliqué de rajouter des choses intelligentes. Ce que je crois frappant, on parle de la crise sahélienne, on dit Sahel. Bon, en réalité, je crois qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'on va très au-delà de ça, et le recours à cette expression Sahel est une façon de montrer, de façon commode, qu'on a trouvé un point de repère et qu'on a du mal à le conceptualiser. Les Britanniques comme les Américains disent la bonne échelle, c'est d'arriver à prendre en compte l'ensemble Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Ça part d'une mer et ça va vers une autre mer, pour simplifier un petit peu comme ça. Et si on veut appréhender l'ensemble, il faut le faire à cette échelle-là. Bon. Je pense qu'au milieu de cet ensemble-là, il y a sûrement un ensemble géographique particulier qui est celui du Sahara. On parle du Sahel, c'est peut-être plus au Sahara finalement que les choses se passent, dans toute une série de paramètres qui sont liés aux caractéristiques de ces espaces. Une des choses certaines, c'est que, en fin du compte, on se trouve confronté à un espace très vaste, extrêmement complexe et très difficile à conceptualiser, à appréhender par la communauté internationale, puisque, on en parlerait après, il n'y a pas de structure aujourd'hui qui corresponde à cet espace. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'État, la dimension de l'État. C'est incontestablement une crise qui met en cause l'État, soit par le haut, soit par le bas. À certains égards, c'est une crise ou des crises infra-étatique, à certains égards c'est un phénomène supra-étatique, avec effectivement toute une série de paramètres qui sont à certains égards la face noire, la face grise de la mondialisation, et que les structures qui existent aujourd'hui ont beaucoup de mal à appréhender. On a beaucoup parlé de politique et d'étatique. Je pense qu'il faut aussi voir la dimension développement. Elle est présente dans la question des périphéries, dans le recours à l'idée des périphéries. Je pense que, d'une certaine façon, cette crise, c'est aussi la conséquence de toutes les exclusions. C'est aussi la révolte, les réactions contre toutes les exclusions et contre toutes les exclusions qui se sont formées au sein de cette vaste zone, soit dans les milieux urbains, dans les milieux périurbains, soit dans les zones totalement isolées. Donc la dimension développement de cette crise liée à la pauvreté est même extrêmement forte. Et ce qui est le plus frappant quand on réfléchit notamment dans le cadre des institutions internationales, donc maintenant l'Union européenne a cette crise, et qu'on a incontestablement beaucoup de mal à la conceptualiser. On a jusqu'à présent une vision de cet espace divisé au moins en deux ensembles, l'Afrique du Nord, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et précisément, cette crise dit d'abord que cette division ne marche pas. Et si on raisonne de façon un peu abstraite, un peu conceptuelle, à certains égards, la crise sahélienne, c'est aussi la crise de ces cadres de pensée. Ce cadre de pensée où il y aurait deux blocs, ça ne marche plus. Donc il faut arriver à penser ça sur un espace beaucoup plus large, remettre en cause toute cette division, et c'est ça qui est particulièrement complexe aujourd'hui. Cheikh Sidi Diarra, vous êtes malien et puis ancien fonctionnaire des Nations Unies. Vous vous êtes occupé de ces questions. Quelle est votre grille de lecture concernant la crise au Sahel? Merci beaucoup, monsieur le modérateur.
Je voudrais commencer par remercier nos amis de la Fondation Amadeus de nous avoir donné l'opportunité de discuter de la question du Mali et de la question du Sahel devant un public aussi diversifié qu'attentionné. Moi, j'attribue essentiellement la crise du Sahel, les causes profondes de la crise du Sahel au fait qu'il y a une pauvreté extrême qui s'est installée dans cette région du monde. Et c'est une des régions les plus austères et les plus hostiles de la planète en raison des conditions climatiques qui prévalent. Il y a aussi une question de faiblesse de gouvernance. Les institutions des États concernés ne sont pas suffisamment fortes pour assurer la gestion de toutes les questions relevant des États. Et vous allez constater que pour la plupart, les États du Sahel sont classifiés au niveau des Nations Unies dans la catégorie de pays qu'on appelle les pays les moins avancés, dont les populations ont un revenu de moins de $2 par jour et par tête d'habitant. Et pour la plupart, ce sont aussi des pays enclavés, et ce qui ajoute à la faiblesse des institutions, c'est que leurs économies ne sont pas compétitives. Et en raison des conditions climatiques, les ressources naturelles sont rares et il y a une compétition autour de ces ressources naturelles. Donc, tous ces facteurs ensemble créent un terreau propice à l'expansion de la criminalité transnationale et à l'installation des bandes terroristes dans des espaces qui sont vastes, qui s'étendent de la Mauritanie à l'ouest jusqu'à l'Érythrée à l'est. Alors, les Nations Unies ont pris la juste mesure de la question et ils ont développé une stratégie intégrée qui prend en compte l'aspect multifacette que Abdallah Coulibaly a soulevé dans son intervention et qui offre une stratégie intégrée, comme je l'ai dit, basée sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est celui du renforcement de la gouvernance. Le second pilier, c'est celui du renforcement... Monsieur Diarra, nous allons probablement la 3e partie de ce arriver aux réponses. Très bien. Voilà, donc je m'en arrête là pour l'instant. Merci. Très bien, non, mais on a dit tout à l'heure, il y a la question, la dichotomie traditionnelle centre-périphérie. On a dit aussi qu'il n'y a pas un point où commence le Sahel, où finit le Sahel, un autre où commence l'Afrique du Nord. Les problèmes économiques ont été évoqués, les problèmes de gouvernance ont été évoqués. On a même vu maintenant que la crise se déplace un peu du Sahel en Libye pour confirmer ce qui a été dit. Et j'aimerais savoir, monsieur le secrétaire général, monsieur Delon, pourquoi la France a-t-elle répondu si favorablement à la demande du Mali d'intervenir le 10 janvier pour stopper l'avancée des djihadistes ? Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Je voudrais moi aussi à mon tour d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation qui nous permettent d'aborder ce matin un sujet qui est très important pour notre pays et qui est très important, je crois, pour l'Afrique. Je dirais que la raison pour laquelle un État européen, la France, s'intéresse de si près à ce qui se passe au Mali, c'est que la crise qu'on observe au Mali, qu'on observe dans le Sahel, ce n'est pas seulement une crise locale, c'est une crise qui a des conséquences sur la paix et sur la sécurité internationale, qui a des conséquences sur l'Europe, qui a des conséquences aussi sur la France. Le deuxième point, c'est que, en dépit de l'intervention sur laquelle je vais revenir dans une seconde, à laquelle mon pays a participé avec d'autres pour aider le Mali, ce pays n'est pas entièrement tiré d'affaire. On a beaucoup d'éléments positifs, mais on le voit bien, il y a toujours une instabilité qui demeure, et notamment une instabilité dans le domaine de la sécurité. Nous en avons eu malheureusement la preuve il y a quelques jours avec l'assassinat de 2 journalistes français dans le Nord Mali. Mais je vais revenir maintenant sur les raisons, pour répondre directement à votre question, qui ont conduit la France à intervenir militairement au Mali. Je voudrais d'abord rappeler que
initialement, et jusqu'à la fin de l'année 2012, nous avons beaucoup poussé pour que les États africains puissent ensemble intervenir eux-mêmes directement pour venir en aide au gouvernement malien. Et une résolution du Conseil de sécurité a été adoptée avec notre plein soutien pour faire en sorte que cette démarche internationale et régionale se mette en place. Mais voilà, les événements nous ont pris de court, puisqu'on a vu en janvier 2013 ces groupes terroristes du Nord qui avaient pris de l'assurance décider de faire mouvement sur le sud, sur Bamako. Et là, le président par intérim du Mali a appelé la France au secours. Et c'est dans ce cadre-là, et dans l'urgence, et alors que ce n'était pas du tout l'intention initiale de la France, que le président français, François Hollande, a pris la décision d'intervenir. C'est une décision qui a été prise véritablement en quelques heures. Et l'intervention, vous vous en souvenez, a été aussi réalisée en quelques heures. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant près d'un an après, 9 mois après, le pays n'est pas tiré d'affaire, mais tout de même, un chemin très substantiel a été parcouru. Et je dirais, à cet égard, je rappellerai 3 éléments. Premier élément, c'est que le terrorisme, bien sûr, n'est pas éradiqué, mais enfin, un coup d'arrêt assez fort a été porté à ces mouvements terroristes. Leur capacité, leur liberté d'action n'est plus du tout celle qui existait avant l'intervention. Deuxièmement, le pays, on a beaucoup parlé de la gouvernance, et je souscris à tout ce qui a été dit sur l'origine de la crise. Le pays a pu procéder à des élections présidentielles qui se sont bien déroulées, qui ont permis d'élire démocratiquement un président, lequel a pu former un gouvernement et lequel désormais a des cartes en main pour agir en faveur de la stabilité de son pays. Et dans quelques jours, désormais, il va y avoir des élections générales qui vont permettre d'élire un Parlement, et là aussi nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui va se passer là. Mais pour encore une fois revenir sur votre question, et je m'en tiendrai là à ce stade, la raison pour laquelle la France est intervenue au Mali, c'est parce que la crise au Mali n'est pas seulement un sujet malien, c'est un sujet qui concerne beaucoup de pays, y compris le mien et y compris l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas regarder les choses sans intervenir et sans rien faire. Merci. Nous avons 3 ou 4 minutes encore que nous pouvons consacrer effectivement à la problématique du Sahel. Je donnerai la parole à celui d'entre vous qui la demande. Monsieur Oulmoued. Je vous remercie simplement pour rebondir sur tout ce qui a été dit et peut-être présenter de manière beaucoup plus explicite cette question d'État. Je crois que c'est important de reconnaître, comme tout le monde l'a fait, la complexité de la crise, cette dimension multiple, cette dimension transnationale, dans les origines et dans le déversement. Mais je crois, à mon sens, qu'aujourd'hui, si l'on a agi dans l'urgence, pour les raisons qui ont été rappelées, il faut maintenant commencer à agir dans la profondeur. Et cette question d'État, cette question de construction de l'État est, à mon sens, particulièrement importante. Il y a un peu moins de 2 mois, j'étais à Gao et j'ai vu un certain nombre d'acteurs, à Bamako également, j'ai vu le président Keïta, et j'ai été frappé par une remarque qui m'a été faite à Gao par un groupe de gens de la ville qui était la suivante. Nous avons besoin de l'État. Nous attendons l'État, littéralement. Alors que je m'attendais qu'à la suite de tout ce qui s'est passé, qu'il y ait un rejet justement des autorités centrales dans cette logique de périphérie-centre. Non, il y a une réelle demande de la matrice étatique pour pouvoir commencer à reconstruire et traiter toutes ces questions. D'où l'importance, je crois, d'une transition qui soit pérenne, qui soit capacitée, et l'importance de mettre cette question dès le départ dans ce canevas à la fois sécuritaire, bien entendu, géostratégique, mais de permettre à cet État de repartir. Et simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question sahélienne, effectivement, je suis d'accord, n'est pas simplement limitée au Mali. C'est une question qui est beaucoup plus vaste et qui concerne à tout le moins ces 2 régions, peut-être 3, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'espace sahélo-sahérien. Alors, il y a M. Dufour, M. de Menton et Abdallah qui veulent ajouter quelque chose. M. Dufour. Oui, juste en un mot, je crois que la recherche n'a pas encore pu être faite correctement, mais il y a un phénomène qui est un phénomène temporel. On a cité les différentes étapes de pourrissement de la situation
régionale. Je crois qu'il faut encore approfondir, mais je pense que la question du trafic de drogue a changé complètement de nature, de dimension et d'ampleur au tournant des années 2005-2006 et a, je dirais, emporté tout sur son passage. Jusque-là, on vivait, j'allais dire, dans une situation qui était inconfortable, délicate, difficile, mais il y a eu, je crois, et la recherche le dira, un accroissement considérable, une multiplication peut-être par 10 des phénomènes à partir de cette époque-là. Je crois qu'il y a donc eu un tournant quand même. Très bien, M. de Menthon avait demandé la parole. Ensuite, Abdellah, M. Kerdoudi et M. Diarra. Je voulais juste rebondir sur votre intervention. Moi, je pense effectivement que la question de la construction de l'État, elle est fondamentale. Il faut évidemment un État. La question qui est posée par cette situation, mais aussi par l'histoire des États sahéliens depuis longtemps, c'est quel État ? Quel État peut être efficace dans ces situations-là ? Alors, on est confronté à la question de la prise en charge des périphéries, du local par l'État. Alors, on se tourne vers la recherche de formules de décentralisation, d'autonomie locale, de régionalisation. Je pense que c'est incontestablement une des pistes. L'autre question, comment un État peut vivre dans une dimension qui est forcément mondialisée, qu'il s'agisse de populations qui sont transfrontalières en tout état de cause, qu'il s'agisse que de risques qui sont transfrontaliers en tout état de cause. Donc c'est un État mondialisé d'une certaine façon qu'il faut concevoir, c'est un État ouvert. Et puis l'autre question, c'est que l'État, c'est pas simplement des institutions, c'est pas seulement des administrations, c'est un vouloir vivre ensemble. C'est un état d'esprit, c'est un intérêt commun, c'est une démarche collective. C'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit pour arriver à construire le type d'État, le type d'organisation publique. On dit État, mais après tout, c'est une organisation publique parmi d'autres qui puisse correspondre à la complexité de ces espaces. Oui, quand on parle d'État, il faut situer l'État dans son environnement. D'abord, il faut comprendre que le Mali a 1 241 000 km², 7 243 km de lignes frontières, d'où la difficulté pour un État de gérer cet ensemble. Et si on ajoute à cela les couloirs de trafic, il faut que vous ayez en tête, depuis quelques années, il y a des usines de fabrication de méthamphétamine dans des pays comme la Guinée-Bissau et le Nigeria. Et cette drogue, parce que parler d'État, c'est aussi l'environnement, cette drogue vient gangréner l'État. Comment ? Parce qu'on va soudoyer l'élite. Quelqu'un qui gagne 100 francs par mois, les trafiquants de drogue peuvent lui donner 10 000 francs. Vous imaginez ? Donc on prend l'État à la gorge. Mais l'autre élément important qu'il faut jouer par rapport aux pays voisins, je prends le cas de l'Algérie. Quand l'Algérie a décidé de fermer ses frontières, les populations algériennes qui vivent à la frontière ont commencé à se plaindre parce que le trafic de carburant leur faisait gagner plus d'argent que ce qu'ils gagnaient avec l'État. Donc cette économie criminelle est très puissante dans la sous-région. Et donc, si on veut arriver à trouver une solution, il faut voir tout cet environnement. Alors, le dernier élément que je vais ajouter, dans le Sahel, dans la bande sahélo-saharienne, nous avons environ 80 millions d'habitants, mais 20 millions sont dans une situation de famine et de détresse. Et voilà pourquoi l'argent de la drogue peut soudoyer ces gens et en faire des bandits armés. Donc il est important pour trouver les solutions de placer ce décor. Merci Abdellah. Monsieur Kerdoudi. Oui, alors comme on dit les collègues, moi je vois deux types de solutions. Il y a effectivement le développement économique et social. Il faut sortir ces PMA, malheureusement ces pays les moins avancés, de leur statut actuel pour permettre à ces populations de vivre d'une façon convenable. La seconde solution, c'est une stratégie régionale intégrée. On ne peut pas, sur le plan sécuritaire, assurer la pleine sécurité sans une stratégie régionale intégrée qui passe par l'échange d'informations. Il faut absolument qu'il y ait cet échange d'informations entre les pays voisins et également par des actions communes. Or, le Maroc déplore, et je le dis malheureusement, un manque de collaboration de l'Algérie avec le Maroc et les autres pays pour essayer
justement de faire cette stratégie régionale intégrée. Et j'en veux simplement pour preuve le sommet ministériel régional qui a eu lieu le 14 novembre à Rabat, et 20 pays ont participé, sauf l'Algérie. Nous allons, sauf votre respect, nous allons nous appesantir tout à l'heure sur les solutions, les réponses régionales, et effectivement, ce serait extrêmement pertinent que cette question soit évoquée. Monsieur Diarra avait demandé la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Moi, je voudrais encore une fois insister sur le fait que la conception de l'État que j'ai pour les pays du Sahel n'est pas nécessairement un État tout sécuritaire, bien que la sécurité soit indispensable. Je pense que l'État doit acquérir la légitimité auprès des populations qu'il est supposé gouverner. Et pour cela, l'État doit être à mesure d'assurer un minimum de services sociaux auprès des populations, les services de base, santé, éducation, et nutrition, l'alimentation et la nutrition. L'État doit être à mesure d'assurer que l'on dispense une justice équitable et inclusive pour tous les segments de la population d'un pays, et que tous les segments de la population soient également impliqués dans les processus de prise de décision concernant les projets et programmes qui concernent leur vie au quotidien. Créer un environnement participatif à travers un processus de décentralisation renforcé comme on veut le faire au Mali, et assurer que l'État assure le minimum pour les populations. Ça donne une légitimité à l'État et ça évite nécessairement, dans plusieurs cas, d'avoir recours à des moyens forts pour établir l'autorité de l'État. Oui, merci. Monsieur Delon, vous voulez... Oui, juste un mot pour rebondir sur des propos qui viennent d'être tenus. Je pense aussi que assurer la sécurité du Mali, ça ne peut pas se faire uniquement au Mali, ça se fait dans un environnement, et c'est la nécessité de profondeur qui a été évoquée tout à l'heure qui est absolument essentielle. Et cette profondeur, elle s'acquiert par une vision globale. Et il y a eu plusieurs interventions en ce sens, nécessité d'une stratégie qui ne soit pas une stratégie trop limitée géographiquement, mais qui regarde plus large. C'est ainsi que la France voit les choses pour ce qui la concerne. C'est ainsi aussi qu'elle s'efforce de convaincre l'Europe de voir les choses. Et je pense que les architectures régionales qui pourront se mettre en place seront de nature à aider. Et dans ce cadre-là, il y a deux mots qui ont été prononcés tout à l'heure. Il y a le mot drogue qui est venu à plusieurs reprises, et c'est un élément de la crise qu'il ne faut pas sous-estimer, même si ce n'est pas l'élément initial, mais c'est un moyen aussi de déstabiliser et de financer aussi des activités terroristes. Et le deuxième élément, c'est le mot frontière. On est dans une partie du monde où, bien sûr, comme partout, il y a des frontières, mais où les frontières sont particulières. Ce sont des frontières dans des vastes espaces vides. Et elles ont donc un rôle qui n'est pas le rôle habituel que l'on retrouve dans beaucoup de pays du monde. C'est à la fois une limite, mais c'est aussi un lieu d'échange. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. La réunion qui s'est tenue il y a quelques jours à Rabat, et je voudrais féliciter les autorités marocaines d'avoir organisé cette réunion qui concernait spécifiquement la Libye, est très importante parce qu'elle montre cette double problématique. S'assurer que la frontière libyenne ne soit pas trop poreuse avec ses voisins pour permettre des trafics, notamment des trafics d'armes, mais s'assurer aussi que cette frontière avec la Libye ne soit pas trop fermée pour conduire précisément à des rivalités, à des chocs, à des enfermements. C'est toute une problématique et qui impose une vision globale et régionale. Très bien. Ould Mohamedou, je vais juste vous demander pour aborder le second point, celle des solutions nationales. Pourquoi ça n'a pas marché au Mali? Le 17 janvier, le pays a été attaqué et en avril, il est entièrement tombé.
En janvier du mois suivant, il a failli basculer entre les mains des djihadistes, n'eût été l'intervention de l'opération Serval. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est exactement ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire la complexité et l'enchevêtrement des problèmes préexistants. Si vous avez un État qui avait été si affaibli au cours des dernières années, à tel point qu'il de facto ne contrôlait pas le Nord, faisant face à des groupes qui s'étaient autocapacités, qui étaient particulièrement puissants, sur ceci est venu se greffer une rébellion touareg revenant de Libye, militarisée, surcapacité, avec un momentum. Tout ceci a fait ce qu'on appelle en anglais « perfect storm », c'est-à-dire une tempête parfaite qui a fait qu'il y a eu un moment dans lequel ça s'est écroulé, sans parler du mécontentement au sein de l'institution militaire malienne. À partir de là, je crois que là, aujourd'hui, c'est pour ça que ce qui est intéressant pour nous, c'est de regarder vers l'avenir. Le verre est à demi vide peut-être, mais il est à demi plein. Et il faut changer la donne, il faut réellement changer la donne. Ces solutions passent, alors on l'a mentionné, on y reviendra, par une meilleure coopération régionale, une capacitation de l'État, ne pas penser que le problème est exclusif à la région. Cette désétatisation, on la voit en cours en République centrafricaine, elle est en cours en Somalie depuis une trentaine d'années. C'est un problème profond et complexe, mais il faut se donner les moyens, et je crois profondément qu'on peut avoir a success story au Mali. On peut changer la donne profondément en évitant justement que ça se reproduise. Ça passerait par quoi? Ça passerait par ces institutions dont on parle, ça passerait aussi par un regard jeté sur le fait que si le problème se déplace vers le Niger ou vers le sud de la Libye ou ailleurs, on ne le règle pas. Donc il faut traiter cette question en amont. Mais il faut aussi être assez réaliste et savoir que, disons, cette perfusion qui est venue à la suite de l'intervention française, elle-même ne peut pas être pérenne. Elle nous ramène justement à ces logiques de contrôle et de colonisation qui ne doivent pas avoir lieu. C'est-à-dire ce sont des dimensions importantes au niveau de la souveraineté malienne. Un pays ami est venu pour aider à la demande des Maliens, c'est le lieu de le rappeler, mais à partir de là, il faut que la MINUSMA et M. Diarra en parlera peut-être, se donne les moyens d'aller de l'avant, et qu'une architecture régionale accompagne tout ceci, et dans une vision constructive, ce que me disait M. Kerdoudi, très important. Tout le monde doit faire partie de cette nouvelle architecture, et c'est ce concert d'efforts qui permettra de changer la donne, comme je disais. Très bien. Monsieur Dufour, la thèse du Mali sombrant sous les armes venues de Libye, est-ce qu'elle vous convainc? Qu'est-ce qui est arrivé au Mali, d'après vous? J'ai déjà parlé du facteur d'échelle en matière de drogue et des effets tragiques de ce facteur d'échelle, de la démilitarisation du Nord aussi après les accords d'Alger, toute une série de raisons qui sont conjoncturelles. Et effectivement, le retour de forces militaires venant du Mali, de Libye au Mali a été décisif, a donné, je dirais, du champ à un certain nombre de revendications et a permis à celles-ci de se manifester militairement. Donc je crois qu'il y a toute une série d'incidents, ce sont des orages, et qui s'est transformé dans cette tempête parfaite qu'a expliqué le prédécesseur. Et je crois que la Mali ne pouvait pas faire face, l'État n'était pas assez fort. Et si vous me permettez ceci, qui n'est certainement pas une critique, l'État d'alors avait essayé d'associer tout le monde à son développement en déléguant une partie de sa responsabilité étatique, notamment dans le Nord, et sans doute est-ce une leçon à tirer importante pour l'avenir. Alors, De Menthon était ambassadeur justement à ces moments critiques au Mali. Est-ce que ce qui est arrivé au Mali était prévisible d'après vous? Non, je pense que c'est jamais prévisible. On voyait bien effectivement les nuages qui avaient tendance à s'accumuler. Malgré tout, il y a quand même deux crises au Mali. Il y a une crise du Nord Mali, et puis il y a eu la crise politique à Bamako, qui sont deux choses évidemment connectées, puisque l'un a contribué à influencer l'autre. Mais c'était quand même deux phénomènes différents. Je pense que les enchaînements du Nord Mali, bon, ils ont été bien cernés. Je pense que l'affaire libyenne a été un élément important. Ce qui est vrai, c'est que se sont installés pendant longtemps des éléments de fragilité croisés,
avec des intérêts mêlés qui ont effectivement fragilisé l'ensemble du tissu social du Nord Mali. Et puis, il y a une sorte de goutte d'eau musclée qui est arrivée avec beaucoup d'armes et qui effectivement a fait basculer la situation du Nord Mali. La crise politique à Bamako, elle est à mon avis d'un autre ordre. C'est une étape dans la construction de la démocratie malienne. Moi, je l'ai toujours formulé comme ça. On a dit, après la crise à Bamako, on a dit le Mali qui paraissait un exemple de démocratie, on voit bien que c'est complètement faux. Je pense que c'est pas vrai du tout. Je pense que le Mali est à beaucoup d'égards une démocratie très profonde. La société malienne, en tout cas, est une démocratie très profonde. Simplement, on a eu un hiatus entre une demande démocratique, une dynamique démocratique très forte de la société malienne au fil des années, avec une société civile très puissante, et un État malien qui n'arrivait pas à répondre finalement à la demande des populations, d'où la crise politique qui s'est installée. Mais je crois qu'il faut avoir... je pense qu'il y a deux dynamiques qui ont été à l'œuvre et qui se sont croisées. M. Diarra avait demandé la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je pense que plusieurs facteurs sont conjugués dans le cas de l'échec du Mali. Et il y a l'immensité du territoire national et l'incapacité des forces de sécurité à assurer la sécurité des frontières. Nous avons 7 frontières à protéger, entre autres. Mais il y a aussi, je pense, l'incapacité de l'État ou l'indulgence de l'État vis-à-vis de certains groupes qui se sont installés sur la durée. Pendant une dizaine d'années, des groupes de narcotrafiquants se sont installés dans le nord du Mali, au sud de tout le monde. Ils ont créé des alliances locales avec des populations locales. Ils ont fait des mariages mixtes. À eux sont venus s'ajouter plus tard les trafiquants et les terroristes. Et puis, la dernière phase de la crise a été le retour de Libye, des phalanges qui soutenaient le régime de Kadhafi, qui sont venus reconstituer le mouvement irrédentiste qui a complété les tableaux, un tableau explosif, et qui a fait que le Mali n'a pas pu répondre à la situation une fois qu'elle était devenue explosive. Vous prenez le cas d'un pays comme le Niger, qui est frontalier de la Libye. Le Niger a anticipé les événements depuis le début de la crise libyenne en augmentant son budget de sécurité de 65%. Ce qui a permis au Niger d'avoir la capacité de désarmer tout ce qui revenait de Libye et qui voulait pénétrer en territoire nigérien, soit pour y chercher refuge ou transiter par le territoire nigérien pour aller dans des pays tiers. Alors, le Niger a pu faire ça. Je me demande pourquoi le Mali n'a pas pu faire ça. Je pense que les dirigeants maliens de l'époque ont manqué de visibilité, ils ont manqué de projection par rapport à la crise. Et ils avaient sous-estimé l'impact que pouvait avoir la crise libyenne sur l'exacerbation d'une situation qui était déjà pourrie au Mali. Alors, Abdellah? Moi, je voudrais ajouter juste quelques éléments par rapport à ça. Pourquoi on n'a pu rien faire? Il faut comprendre que le Mali est dans un ensemble. Et dans cet ensemble, il n'y avait pas la confiance entre les pays. L'élément facteur confiance est fondamental dans la gestion d'une crise. Donc, les pays n'avaient pas confiance les uns aux autres. Mais aussi, malheureusement, beaucoup ont pensé que c'est un problème malien, ça ne nous touchera pas. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut voir. Alors qu'on s'évertuait pendant longtemps à leur dire c'est une crise transfrontalière. La solution est transfrontalière. Les gens n'écoutaient pas ça. Mais ajouter à cela, ça c'est un peu pour envoyer un pic à mon ami et jeune frère Cheikh Sidi Diarra, l'ONU, dans sa grande stratégie et sa grande intelligence, a un représentant qui ose dire publiquement on n'interviendra pas avant septembre. Donc il dit aux terroristes, prenez votre temps, faites le désordre, nous on ne viendra pas avant septembre. Donc on a créé aussi les conditions du désordre. Il faut... Non mais c'est des réalités qu'il ne faut pas oublier. Voilà ce que moi je tenais à ajouter.
Très bien, donc ça nous amène effectivement à l'examen des réponses, les réponses transfrontalières, les réponses régionales, les réponses internationales, et nous allons entamer cette partie-là avec les propos du doyen Kerdoudi. Donc la question de la relation entre le Mali et l'Algérie d'une part, le Mali et le Maroc d'autre part, le déficit de concertation, cette question donc du concept des pays dits du champ qui excluent d'autres, qui intègrent certains, excluent d'autres. Et toutes ces questions peuvent être examinées lors de cette section. Et nous vous donnons la parole, M. Kerdoudi. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, il faut absolument une stratégie intégrée régionale. On ne peut pas régler ce problème du Sahel si chacun va de son côté. Et je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. C'est vrai que l'Algérie a créé cette notion des pays du champ. Je trouve que cette notion est vraiment quelque chose d'anormal, des pays du champ, et a exclu le Maroc, alors que le Maroc fait partie, je pense, de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, et donc aussi de cet ensemble avec l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que cela est très important, et je voudrais aussi, parmi les solutions, parler d'une idée qui a été développée à Rabat, et qui est la proposition d'une force africaine d'intervention rapide. Personnellement, et le Maroc, c'est une idée française, et je pense que cette proposition est intéressante parce que, justement, vu des fois l'urgence des événements, et on l'a vu au Mali, il faut qu'il y ait une force africaine d'intervention rapide qui puisse immédiatement agir. Donc, personnellement, je suis favorable. Et aussi à la formation des forces de sécurité. Je sais que la France va former des policiers. C'est important aussi qu'il y ait la formation des forces de sécurité. Voilà un petit peu les solutions que je propose. Monsieur Diarra, vous avez été tout de suite amicalement interpellé par un Koulibaly. Vous avez probablement réagir sur ça, mais vous savez aussi, les Nations Unies ont une stratégie pour le Sahel dont on aimerait que vous nous entreteniez brièvement, si possible. Bien sûr. Je vous remercie encore une fois, monsieur le modérateur. Par rapport à l'intervention d'Abdallah concernant la déclaration malencontreuse faite par le représentant spécial l'envoyé spécial du secrétaire général, je suis tout à fait d'accord avec lui. Étant malien, j'ai aussi cette fibre nationale et n'étant plus au compte des Nations Unies, je me sens donc toute la liberté de dire mon opinion là-dessus. Je pense que c'était des propos malheureux que Romano Prodi avait placés à l'occasion de sa première visite au Mali juste après sa nomination. Mais je suis sûr qu'à la date d'aujourd'hui, si vous demandez à Romano Prodi s'il regrette avoir tenu ces propos, il vous dira que c'est le cas. Parce que, effectivement, ces propos qu'il a tenus ont ouvert un boulevard devant les mouvements rebelles, en particulier devant les islamistes, qui se sont crus permis de faire tout ce qu'ils envisageaient de faire avant septembre. Et donc, d'où la surenchère que cela a provoqué et le déclenchement de la seconde phase des hostilités qui devaient amener les gens d'Ansar ad-Din jusqu'à Bamako, n'eût été l'intervention française qui est venue à point nommé. Cela étant dit, les Nations Unies ont pris la question de la sécurité au Sahel à bras-le-corps. Ils ont dépêché un certain nombre de missions d'évaluation sur le terrain, à l'issue desquelles une stratégie intégrée internationale a été développée,
qui a été présenté à l'Assemblée générale des Nations unies ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations unies. C'est une stratégie développée autour de 3 piliers. Le premier pilier étant de renforcer la gouvernance dans les pays du Sahel et de faire en sorte que ce soit une gouvernance inclusive. Le second pilier est, comme je l'ai dit, les forces de sécurité n'étant pas à niveau pour assurer la protection des frontières et en même temps assurer la libre circulation des personnes et des biens à travers les frontières de manière légale. Donc le second pilier sur lequel se construit la stratégie intégrée des Nations unies, c'est justement de renforcer le secteur de la sécurité dans les pays du Sahel et favoriser une coopération intra-régionale entre les différentes sous-régions de l'Afrique, notamment entre les pays du Sahel, les pays du Maghreb et l'Afrique occidentale. Et le troisième pilier qui, moi, m'intéresse le plus et qui fait suite à la déclaration que j'ai faite au début, c'est le pilier qui vise à adresser les causes profondes de la crise du Sahel, à savoir adresser les causes des crises humanitaires récurrentes du fait de la productivité assez basse en termes de production alimentaire et de nutrition, de la rareté des ressources, mais aussi la projection sur le long terme par le développement d'une stratégie de développement économique intégrée des pays du Sahel. Voilà donc les 3 piliers sur lesquels les Nations Unies ont construit la stratégie en incitant à une coopération sous-régionale et internationale en soutien aux pays du Sahel. Monsieur de Menton, l'Union européenne a aussi une stratégie, n'est-ce pas, régionale, internationale sur le Sahel? Oui, bien sûr. L'Union européenne a effectivement mis en place maintenant, il y a 2 ans et demi, 3 ans, une stratégie sur le Sahel dont le cœur, c'est l'articulation entre les questions de sécurité et les questions de développement, le caractère très global que nous essayons d'avoir dans cette approche. Je voulais rebondir sur trois points dans le débat actuel. Cette question du régional, elle est absolument majeure. Je crois qu'il faut qu'on prenne tous conscience du fait que le régional, tout le monde en parle, tout le monde en veut, tout le monde en rêve, et ça ne marche jamais. Bon, là, il y a quand même un vrai sujet qui doit interpeller l'ensemble des acteurs, notamment de la région. En fait, les acteurs publics sont extrêmement nationaux dans leurs intérêts, dans leur stratégie, dans leur tête, dans leur vision des choses, et on n'arrive pas à dépasser une approche un petit peu incantatrice de ce régional. Qui veut vraiment une approche régionale, qui veut vraiment dépasser les souverainetés, le jeu des rapports de force étatiques, probablement très peu de gens. Donc je crois qu'il y a une sorte de prise de conscience qu'il faut essayer d'avoir. Ou bien on va déléguer à des institutions régionales le régional. Moi, ça m'est arrivé dans des discussions, quand on dit le régional, on dit ah oui, c'est à la CEDEAO, c'est à l'Union du Maghreb arabe de faire ça, etc. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut arriver à une vraie volonté de dépasser le cadre des États-nations pour arriver à travailler ensemble. Et ça, c'est très compliqué. Alors comment on peut faire? Alors, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut chercher des projets très concrets. Il faut essayer d'encourager aussi des projets entre 2-3 États. Il faut dépasser cette sorte de transfert qui permet de donner bonne conscience à des institutions régionales pour aller mettre en place effectivement des projets très concrets, très pratiques, qui concernent directement les populations ou qui, sur des sujets donnés, peuvent avoir un impact. Le projet de création de forces mobiles est un bon exemple. Il y a aujourd'hui, par exemple, des réflexions sur le développement de l'espace de l'élevage pastoral au niveau régional. C'est un très bon exemple. C'est un domaine qui concerne la vie des populations, le mode de vie très concret des populations, mais qui est aussi supranational. Donc on peut probablement avancer de cette manière-là, étant entendu qu'une des difficultés de toute cette région dont on a parlé, c'est la réalité du phénomène transnational qui existe. Et donc on a une réalité, mais qui n'est pas gérée, qui n'est en réalité peut-être même pas voulu par une bonne partie de la population. Voilà. Donc sur le régional,
on a là, à mon avis, un défi majeur. Je pense que la communauté internationale, par exemple l'Union européenne, peut essayer d'impulser le régional. Quelquefois, quand les Nations unies ou l'Union européenne participent d'une dynamique régionale, on arrive à dépasser les antagonismes qui peuvent exister sur le plan local. Mais on sait très bien aujourd'hui que quand une organisation d'Afrique de l'Ouest invite des pays du Maghreb, en gros, ils ne viennent pas ou ils ne viennent pas au niveau adéquat. De la même manière, quand un pays du Maghreb invite des États d'Afrique subsaharienne, souvent ils ne viennent pas parce que chacun, en réalité, vit dans des catégories mentales, vit dans des espaces qui empêchent totalement la création de ces dynamiques régionales. Et là, la priorité, c'est vraiment de trouver le moyen de dépasser ça. Voilà, j'en dis pas plus, il y aurait d'autres sujets, mais on est vraiment sur un nœud, je crois, extrêmement important. Monsieur Ould Mohamedou, l'académique que vous êtes, quelle est votre lecture des schémas régionaux actuellement proposés, en d'autres termes, comme le pensent beaucoup de gens au Sahel? Est-ce que la MINUSMA, donc le troupe des Nations Unies pour le Sahel, ce n'est pas simplement une espèce de MONUC qui va rester une dizaine d'années sans résultat? Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'Union européenne propose pour le Sahel, et qu'est-ce que vous préconisez pour que vraiment les réponses régionales, cette fois-ci, aient l'impact désiré? Je vous remercie. C'est la question centrale et je souscris vraiment à ce qui vient d'être dit sur le besoin d'aller au-delà de l'incantation. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a besoin de coopérer à grande échelle et de coopérer de manière intensive, mais en réalité, nous sommes face à un constat qui a été rappelé, qui est que la coopération avant janvier 2012-2013 a échoué. Il faut en prendre acte. Au niveau régional, le CERMOC, les initiatives à tous les niveaux n'ont pas fonctionné et il a fallu attendre l'intervention de la France. C'est quand même un constat assez important. Deuxièmement, la coopération régionale de la CEDEAO n'a également pas fonctionné. En dépit d'un processus qui a avancé aux Nations Unies, diverses résolutions, les États de la région y allaient en traînant des pieds, en ajoutant toutes sortes de conditionnalités, et se réunissaient même une semaine après que l'intervention française avait été entamée. C'est un constat important au moment où on parle aujourd'hui de redynamiser la coopération. Alors, la MINUSMA, à nouveau, on l'a rencontré à Bamako, on a eu un briefing très intéressant dans lequel on nous a présenté toutes les dimensions de cette opération. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a les principes qui ont été rappelés par M. Diarra, mais il y a le danger aussi de tomber dans la machine onusienne avec tous les paramètres, état de droit, droits de l'homme, questions sécuritaires. Il faut vraiment changer la donne, comme je le disais, en choisissant des priorités. Quelle serait-elle? Je crois qu'on a parlé de l'importance de la matrice étatique, cette capacitation. Il y a des choses, il y a une expérience onusienne importante en ce sens-là. Et puis il faut faire des choix d'inscrire ceci dans la dimension transnationale. La nature du problème sahélien, fondamentalement, est, comme on l'a dit, qu'il ne se limite pas au Mali. Donc il faut prendre acte de cette dimension et inscrire ça dans une coopération régionale qui ne soit pas politisée, qui n'exclue personne. Dans ce sens, ça n'a pas de sens. On est en train de parler, c'est notre titre, d'un reprofilage global de la stratégie sahélienne, et je crois qu'il faut prendre acte de ceci. Le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est, et il a été mentionné, vous avez parlé de confiance, hein, je crois qu'il est important d'avoir un paramètre de leadership. Des choix doivent être faits. Au niveau de l'exécutif malien, clairement, l'appareil étatique, pas simplement la personne du nouveau président, au niveau des instances régionales, tout à ce stade va dépendre des décisions qui vont être prises, de la responsabilité qui doit être celle des Ouest-Africains, Nord-Africains, Sahéliens, pour pouvoir changer la donne, comme je le disais. Sinon, nous risquons à nouveau de nous retrouver dans des réunions, il y en a une il y a une dizaine de jours, au plus haut niveau des chefs d'organisations internationales, pour redire encore que la crise sahélienne était importante, mais où sont les transformations? Il y a des points précis. Pourquoi Kidal n'a pas été sécurisé? Pourquoi aller à une élection alors que nous savons qu'une ville est encore contrôlée par un mouvement? Et on voit les résultats aujourd'hui, 7-8 mois plus tard. Ces choix sont conséquents et il faut pouvoir à nouveau les traiter dans une vision proactive, certes informée par ces principes, mais qui soit essentiellement, à mon sens, pragmatique. Ce sont des questions que vous posez à M. Delon?
Pas forcément, je crois qu'on est dans la réflexion ici. Mais il va y répondre. Bah, avec plaisir, alors. Non, je ne me sens pas interpellé par ces propos spécialement, mais je suis ravi de pouvoir dire quelques mots. Moi, je crois que pour la suite, il faut attacher toute leur importance aux questions de sécurité. On a aussi parlé des questions de développement, elles sont également de premier ordre, mais je voudrais dire un mot sur les questions de sécurité. La MINUSMA, c'est une chance pour le Mali. C'est une chance qui, je pense, si l'opération est bien menée, et je n'ai pas de raison de penser qu'elle ne sera pas bien menée, aidera le gouvernement malien à avancer pour sécuriser l'ensemble du pays, et notamment le nord. Je rappelle que la MINUSMA, aujourd'hui, a prévu 12 000 hommes. On est à peine à la moitié, donc on n'est pas au bout du déploiement de la MINUSMA. Il faut donc avoir à l'esprit cet élément-là. Et moi, je ne crois pas qu'il faille voir la MINUSMA comme quelque chose qui pourra être inutile et même gênant au sein du Mali. Je pense qu'on peut en faire autre chose, et je pense encore une fois que c'est une chance pour le Mali. Deuxième élément, et là je parle en européen et en français, c'est que je crois qu'il faut que les Européens se convainquent de ce que je disais au tout début de mon propos, c'est-à-dire que les problèmes du Sahel ne sont pas seulement des problèmes africains, ce sont des problèmes qui débordent largement l'Afrique et qui concernent aussi l'Europe. Et donc il faut que l'Europe accepte d'avoir, en tant qu'institution, un regard sécuritaire aussi sur cette partie du monde et qu'elle contribue à améliorer la sécurité de cette partie du monde. Enfin, la France, puisque je suis ici le représentant de la France, j'ai indiqué dans quelles circonstances nous sommes intervenus. Nous sommes intervenus pour venir à l'aide d'un pays qui appelait au secours. C'est dans ce cadre-là que nous l'avons fait. Nous ne laisserons bien sûr, et M. Hollande l'a dit très clairement, pas tomber le Mali, mais nous n'avons pas vocation à nous substituer aux autorités maliennes. Ce n'est pas notre intention. Donc il y aura un après-France, un après-intervention française, et cet après va arriver assez vite. Il faut donc que cet élément-là aussi soit pris en compte par le gouvernement malien. Voilà. Monsieur Dufour, le CEMOC, donc en fait cet instrument convenu entre les pays dits du champ, Niger, Mali, Mauritanie, Algérie, est le seul état-major au monde sans troupes. D'après vous, pourquoi il y a eu ce problème-là et comment pensez-vous que la question de la réponse régionale puisse être mieux organisée? Merci. En réalité, et travaillant un peu comme un académique, je voudrais apporter peut-être quelques éléments qui ne seront pas forcément en convergence avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et je voudrais simplement observer, parce que l'expérience européenne le montre aussi, et vous savez toute la difficulté que nous avons à faire une coordination militaire européenne, c'est une chose qui est extrêmement difficile, dont nous parlons beaucoup d'ailleurs. Nous aurons un Conseil européen qui en parlera dans un mois. Je crois qu'on peut difficilement organiser une sécurité sans troupes, c'est une première chose. Le CEMOC était une réponse sans doute insuffisante à la réalité conflictuelle de la région. Et je pense aussi qu'on ne peut difficilement organiser la sécurité avec des forces extérieures. Et il faut fondamentalement que ce soit les gens de l'intérieur, et ce sont aux Sahariens de parler de sécurité. Et ce ne sont pas des forces extérieures venant de loin, souvent, même si en urgence, et la France l'a montré, on peut arriver à des résultats militaires tactiques. On ne trouve pas des victoires politiques si l'on ne inclut pas, si on n'enrôle pas dans la sécurité les populations qui sont les premières concernées par ces effets. Donc ce point est un point difficile. Le CEMOC, la CENSAD, la CEDEAO, la MINUSMA, toutes ces organisations qui ont été des moments, des temps de l'histoire de la nécessité africaine, doivent aujourd'hui faire un tout petit peu retour sur elles-mêmes pour se poser la question de leur efficacité et de leur bilan. Moi, je voudrais, si vous voulez bien, si vous me laissez la parole quelques minutes de plus, apporter quelques repères. Je crois qu'il nous faut, et je parle là en politiste toujours, je crois que nous ne pouvons pas réfléchir à cette question des réponses régionales apportées sans partager quelques principes directeurs qui sont autant de lignes d'action sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. Le nous étant bien sûr les pays les plus concernés, mais également ceux qui les aident et ceux qui sont attentifs à la sécurité de la région. Et je voudrais en proposer cinq principes directeurs
qui sont 3 à vocation interne. Vous aviez parlé de diviser le débat entre les solutions locales et les solutions régionales, et 2 à vocation un peu extérieure, et faire 2 propositions concrètes. Ces 5 principes directeurs, je crois, d'abord sont applicables particulièrement au Mali, parce que comme l'ambassadeur révérend Menton l'a dit, il y a une démocratie profonde au Mali, mais je crois qu'il y a une nation profonde aussi. Et j'écoutais à Paris la semaine dernière, à la Maison de l'Afrique, à l'IREA, le ministre des Relations extérieures du Mali plaidait pour cette réalité profonde d'un Mali, nation, dans laquelle toutes les populations ont eu un vivre ensemble qui a existé dans le passé et depuis longtemps. Je crois qu'il faut retrouver donc les clés de ce vivre ensemble et le remettre sur selle. Et pour ça, je propose donc ces principes. Si vous me permettez, je vais les énoncer très rapidement, comme un code de conduite. Premier principe, que l'unité nationale recherchée ne se fasse pas au détriment de la diversité régionale assumée. Bien sûr, ce sont des évidences, ce que je dis, tout le monde le sait, je crois que tout le monde l'accepte. Deuxième principe, que la légitimité démocratique n'étouffe pas, n'occulte pas les revendications catégorielles en imposant la loi du plus fort et du plus grand nombre à des minorités qui sont souvent lointaines et qui n'ont pas conscience de cette majorité. Troisième principe, que l'administration se fasse au plus près des populations et de leurs besoins, et dans la diversité des situations socio-économiques. On n'administre pas toutes les villes du Mali de la même façon, et vouloir unifier l'administration me paraît, c'est valable également en France, je suis moi-même d'une partie tout à fait latérale de la France, je suis basque. C'est vous dire comme cette question résonne en moi également. Et bien que l'on trouve des modes d'administration qui soient adaptés à toutes les réalités socio-économiques. Voilà pour les principes intérieurs. 2 principes extérieurs, si vous voulez bien. Que la sécurité soit une ambition régionale, cela a été dit, je le reprends à mon compte, mais qu'elle ne s'arrête pas aux frontières nationales, qu'elle soit une œuvre collective, mais aussi dont les opérateurs, et j'insiste là, soient vraiment principalement les opérateurs locaux, que la sécurité soit d'abord la question des opérateurs locaux qui en ont le plus besoin, qu'on n'aille pas chercher des forces très lointaines pour assurer la sécurité. Dernier principe, que le développement soit vu et organisé de façon zonale en facilitant les actions et les programmes transrégionaux. Ceci, tout le monde l'a dit, je le reprends comme un principe. Alors maintenant, des solutions, 2 solutions, et j'en propose 2 seulement. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui trouver une sorte d'espace dont nous avons fait l'expérience dans le 5+5 en Méditerranée occidentale. Il faut un espace qui soit, que j'appelle provisoirement, une commission saharo-sahélienne, avec des représentants permanents qui soient là tous les jours, qui se connaissent, qui se parlent, et qu'ils aient la possibilité, dans cette vision, de se parler pour à la fois gérer les programmes communs, faire un tampon de toutes leurs difficultés et aussi canaliser les entreprises extérieures. Je crois que c'est absolument essentiel. Je crois aussi qu'il faut que cet espace soit dépolitisé, qu'il ne soit pas la même chose qu'un 5+5 entre les 5 pays maghrébins et les 5 pays principalement concernés par le Sahara, qui doit être autre chose, qui est une vocation politique. Cette commission saharo-sahélienne, dont j'appelle à la Constitution, est un organe technique de gens qui se parlent et qui résolvent au plus près des problèmes les questions posées. Et puis il nous faut ce que j'appelle une patrouille saharo-sahélienne. Et professeur Kerdoudi, je ne crois pas vraiment qu'il soit nécessaire d'avoir une force d'intervention rapide africaine. Je crois beaucoup plus important de créer une coordination des forces militaires des pays concernés par le Sahara. Cette coordination, j'appelle ça une patrouille saharienne, nous y travaillons dans le monde académique à Paris, nous ferons des propositions dans ce domaine, et je crois qu'il y a des échos immédiats chez un certain nombre de pays qui voient la possibilité de mieux coordonner leur action militaire pour que, je dirais, la zone vide du Sahara-Sahel dont nous avons parlé ce matin ne soit pas le sanctuaire de tous ceux qui veulent s'en servir pour leur business ou pour leurs revendications, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient religieuses. Il faut donc renverser la vapeur et que ce soit eux qui aient peur d'aller dans cette région, parce que les forces qui y patrouillent collectivement sont des forces rattachées à des capitales qui sont elles-mêmes coordonnées dans le renseignement. Et il y a là, bien sûr, des tas de dimensions dont la partie technique des drones et des avions peuvent, je dirais, amplifier l'efficacité. Voilà les propositions que je fais.
Merci, Monsieur Dufour. Vous avez effectivement, ça valait la peine de prendre le temps de vous écouter. En fait, je crois que le panel n'aura aucun problème à s'approprier ce principe parce que c'est simplement de là que viendra effectivement, à mon avis, la réponse à cette crise du Sahel. Je sais qu'Abdellah a demandé la parole, mais j'aimerais, Abdellah, je vous donnerai le mot de conclusion, mais j'aimerais prendre effectivement les contributions du public. Alors, donc, on n'a pas beaucoup de temps, nous allons en prendre 5 ou 6. Et voilà, monsieur, vous étiez le premier à lever la main. Bonjour, je me présente, Oussama Mrabot, étudiant en master de management. Les panélistes ont débattu pendant 1 heure et plus la question sahélo-saharienne dans une optique purement sécuritaire. Moi, ce que je propose, c'est que l'aspect économique est aussi important. Je donne l'exemple, par exemple, donc la question des gens qui travaillent dans la drogue ou bien le trafic. Si on n'offre pas à ces gens d'autres propositions pour gagner leur vie, on aura toujours ce problème de trafic et ces gens vont accueillir les groupes djihadistes et terroristes. Donc je crois que la place de l'économie, l'aspect économique est aussi important que celui de la sécurité. Merci beaucoup. Ould Mohamedou, vous voulez réagir Oui, je me sens un peu interpellé parce que je suis dans la commission ouest-africaine de drogue que M. Kofi Annan a mis en place il y a quelques mois et on a justement mené une visite de terrain au Mali qui a essentiellement mis en exergue ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on avait tendance à penser que la zone était une zone de passage de drogue dure et moins dure vers d'autres destinations européennes en particulier, mais ce qui a été révélé dans ces recherches, c'est qu'à la fois c'est devenu une zone de transfert toujours, bien entendu, mais zone de consommation et voire même de production, petite production. Et la consommation a effectivement nous a été rapportée à Gao, comme je disais, à Bamako, sur l'impact sur ces jeunes désœuvrés qui se sont multipliés dans les rues, qu'on voit errer un peu comme des fous, et qui sont fondamentalement touchés par ça. Et ça a à voir avec ce que vous dites, c'est-à-dire un besoin de réintégration sociale, de débouchés professionnels, d'engagement économique. Et je crois qu'on peut peut-être lier à ça ce qu'on disait, c'est-à-dire dans un portfolio qui ferait la place aux différentes thématiques qui ont été présentées, donner une priorité à ces dimensions économiques, à la fois au niveau malien, mais également dans une vision plus générale. Et cette commission produira son rapport en janvier prochain. Merci. Oui, Pierre Jacquemont, ancien diplomate français. J'ai été étonné du fait qu'on n'ait pas fait mention de la mobilisation internationale sur le développement du Mali. s'est tenue une importante réunion à Bruxelles et la communauté internationale s'est engagée pour des montants qui dépassaient ceux qui étaient initialement prévus pour appuyer le plan de développement, le plan de reconstruction du Mali. Je crois que c'est quand même un élément important à ajouter. Vous avez évoqué la dimension développement, mais sans vraiment la développer. Et je voudrais dire, certes, il y a des problèmes de coordination, il y a tout un débat sur la gestion de cette aide, mais fondamentalement, si elle s'accompagne d'un renforcement des capacités de l'État malien à pouvoir mobiliser ses financements, et si elle s'appuie sur des ressources, et ça je voudrais juste rappeler quand même que la partie sud du pays dispose de ressources tout à fait exceptionnelles, du fait d'abord du fleuve, qui est loin, le fleuve Niger, loin d'avoir rendu toutes ses potentialités économiques, même si elles sont déjà importantes. Il y a d'autres ressources sur lesquelles s'appuie ce plan qui sont importantes. C'est la communauté migrante, la diaspora malienne, qui est davantage perçue aujourd'hui comme étant un apport non seulement de ressources financières, mais de capacités intellectuelles. Je crois que ça me paraît être extrêmement importante. La seule véritable limite, c'est qu'on est convaincu que la partie nord sera durablement dépendante pour des raisons climatiques, pour des raisons géographiques, et que si on parvient à annuler l'économie de la drogue, l'économie des différents trafics, on aura beaucoup de mal à rétablir une économie saharienne de connectivité qui est très complexe. Certes, on peut améliorer l'activité maraîchère autour de Tombouctou, autour de Gao, mais on restera quand même dans une économie très contrainte. C'est véritablement ça une difficulté.
Enfin, un dernier point, sur ce plan de redressement adopté par les autorités maliennes, il y a un élément fort qui est la décentralisation. Et la décentralisation, Michel Révérend rappelait les capacités démocratiques du pays, mais il faut voir aussi que la décentralisation est un élément fort de l'histoire malienne. Les plans des années 90 reposaient fondamentalement sur cette dynamique de décentralisation. Et je crois qu'il faut le considérer, le mettre au titre des apports et des acquis de la réalité malienne, pas seulement des acquis constitutionnels, mais des pratiques. Et on a pu voir depuis depuis l'intervention militaire française, renaître au niveau des communes, au niveau des collectivités locales, une véritable dynamique qui avait été abandonnée pour toute une série de raisons de défaillance de l'État, mais qui aujourd'hui constitue, je dirais, des sources d'énergie pour reprendre en main le développement à la base. Alors, il y a beaucoup de contributions dans ce que M. Demotte disait. Il y a juste un aspect par rapport à la conférence de Bruxelles du 15 mai dernier qui a pu mobiliser 3 milliards d'euros pour le Mali. Je ne sais pas si M. de Menton voudrait un peu parler de ça, non? On peut en dire un mot. Je pense que cette conférence a surtout été une manifestation très, très nette de la solidarité internationale avec le Mali. La communauté internationale a décidé de mettre beaucoup d'argent sur ce processus malien en espérant permettre une stabilisation. Le tout est de faire en sorte que ces ressources aillent effectivement dans une dynamique qui permettra ça. En fait, la question qui est posée, à mon avis, c'est celle de la nature finalement de quel développement dans un pays comme le Mali et dans un pays sahélien. C'est une question qui n'est pas nouvelle, qui est sur la table depuis très longtemps. Est-ce que le bilan est totalement positif? Il l'est à certains égards, il l'est pas à d'autres. Et je pense qu'en réalité, il faudrait utiliser et profiter du contexte actuel pour réouvrir un débat sur le développement des États sahéliens. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'instant? Les ressources naturelles du Mali, elles sont considérables. Pourquoi elles ne sont pas mieux mises en valeur? Alors on tombe dans la question des périphéries, des exclusions, de la gouvernance économique d'une manière générale, ce qu'on disait, du rapport entre l'État et les populations. Et ce qu'il faudrait, c'est que cette solidarité internationale très forte, ces 3,5 milliards d'euros qui ont été promis et qu'on a bien l'intention de faire en sorte qu'ils soient décaissés dans les meilleures conditions, soit aussi le support d'une réflexion de fond sur le développement économique de cette zone en particulier. Que ça avance encore plus et que les ressources, les potentialités de la région soient encore mieux mises en avant que c'est le cas jusqu'à présent. Bonjour, je m'appelle Hamza Rabbal, je suis étudiant à l'École nationale de commerce et de gestion de Stade et je suis président de son club des managers de demain. Vous avez évoqué au début une théorie des plus anciennes ou des plus aussi utilisées dans le domaine de l'explication du sous-développement, la théorie de Samir Amin, qui est celle du centre et de la périphérie. Cette théorie qui était plus centrée sur les zones de création de richesse et les zones de consommation. Alors, je pense que la question est autre aujourd'hui, autre que celle de la création de la richesse. On est plus centré sur la répartition de la richesse en Afrique, qui est devenue un défi majeur actuellement. Dernièrement, à Marrakech, pendant les réunions de la Banque africaine de développement, une seule recommandation que j'ai retenue, c'est la croissance inclusive. Il faut que les pays, je dirais, initiateurs en Afrique arrêtent de financer des méga-projets qu'on appelle des éléphants blancs et aller investir en Afrique. Quelles seront, selon vous, des mesures plus concrètes pour mettre en œuvre un système qui va nous permettre cette croissance inclusive qui profitera à tout le monde? Merci. Monsieur Dufour, c'est bien vous qui avez parlé de la question centre-périphérie. Certes, mais je n'ai fait aucune référence à la théorie économique et donc je me suis beaucoup plus articulé sur la réalité géographique qui, et je le rappelle, mais est utile ici, fait qu'au Sahara, on est loin de toutes les capitales. Elles sont toutes éloignées et que lorsqu'on pense au Sahara, à la distance qui sépare par exemple d'Alger, on a l'impression, quand on est saharien, je crois, qu'à Alger, on est très loin, quasiment sur une autre planète. Et ça vaut également pour ceux qui peuvent penser, et je pense, et là je le dirais avec une très grande prudence devant mes amis maliens, mais je pense qu'à Kidal, on a beaucoup de mal à retrouver à Bamako une capitale réelle. On se sent plus proche peut-être de Tamanrasset ou d'autres coins qui sont plus proches culturellement que de Bamako, dont on se sent très loin. Donc c'est à ça que je faisais allusion, que je ne rentrerai pas dans la théorie économique et la répartition des richesses, et je suis sûr que mon ami Jawad va
pourrait dire ça très bien. Monsieur Kerdoudi, vous voulez réagir? Simplement pour dire à mon jeune ami qu'il y a en Afrique la nécessité d'une création de richesses. Ce n'est pas un problème de distribution de richesses. Il faut d'abord créer des richesses. Créer des richesses par des usines, par la pêche, je pense que dans ces pays-là du Sahel, c'est vraiment le problème de comment produire des richesses avant de parler de distribution ou d'État et périphérie, etc. Pour moi, c'est la chose la plus essentielle. Alassane Suleiman. Merci beaucoup. Moi, je suis Alassane Suleiman, journaliste malien, aujourd'hui conseiller technique au ministère de la Communication au Mali. Je voudrais juste l'aide des panélistes pour comprendre si réellement il n'y a pas aujourd'hui certaines ambiguïtés dans la lecture de cette crise au Sahel et au Mali. Ambiguïté d'abord par rapport à la présence française, notamment dans la partie nord qui est Kidal, que beaucoup de Maliens ne comprennent pas aujourd'hui, que la force Serval soit seule à être à Kidal, à conforter des groupes rebelles comme le MNLA et à empêcher l'armée malienne de prendre véritablement une emprise sur le territoire de Kidal, même si c'est vrai ces derniers temps, la chose évolue. Alors, autre ambiguïté équivoque, c'est est-ce que la France parvient à se faire comprendre du reste de l'Union européenne, je crois qu'un panéliste l'a dit tout à l'heure, pour avoir justement l'accompagnement de l'Union européenne dans sa démarche au Mali et dans la crise au Sahel. Alors, autre ambiguïté et équivoque aussi que je voudrais savoir si ça existe ou pas, c'est par rapport à la démarche de l'ONU à travers la MINUSMA. Est-ce que l'ONU est mal comprise aujourd'hui? Est-ce que c'est ça l'explication du fait que la MINUSMA ne parvient pas à avoir l'ensemble de ses troupes demandées, notamment les 12 000 hommes? Merci beaucoup. Monsieur Delon, vous avez bien fait de venir. Il y a deux questions qui vous sont adressées. Et puis la troisième, même si vous ne travaillez plus pour les Nations Unies, Monsieur Diarra, vous serez en mesure quand même d'y répondre parce que vous avez travaillé pour cette institution. Merci. Sur le Nord, je ne crois pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je sais qu'il y a des accusations et des suspicions, mais la position de la France a toujours été extrêmement claire. Elle a dit d'emblée que pour elle, le Mali était un État qui devait être respecté dans sa pleine souveraineté, et la France n'a jamais cherché à jouer contre les intérêts de l'État malien et contre les intérêts des autorités maliennes. Donc même si cette perception peut exister, je crois qu'elle tient surtout à la complexité de la situation dans le Nord et aux accusations qui, de ce fait, peuvent naître. Mais en tout cas, la politique de la France est très claire. Elle ne soutient personne, aucun groupe contre le gouvernement malien. C'est très clair. Sur l'Union européenne, la France a fait le job. Passez-moi cette expression. Et elle continue de le faire en plaidant auprès de ses partenaires de l'Union pour s'intéresser au Sahel, et notamment au Mali, mais pas seulement, au Sahel. Et je pense, la présence d'un représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel le montre, que cette politique a porté ses fruits. Il a été rappelé aussi qu'il y a eu des financements, il y a des financements importants qui viennent aussi de l'Union pour le Sahel. Donc, à cet égard, la France mène une politique déterminée et constante qui est d'intéresser et de mobiliser les institutions européennes pour aider le Sahel et pour aider le Mali. Je me permets de dire un mot, tout en laissant ensuite la parole à mon voisin sur la MINUSMA. Je crois que le phénomène que l'on rencontre de difficulté à trouver des contributeurs pour la MINUSMA, il a peut-être des particularités liées à l'opération, mais malheureusement c'est un phénomène général que rencontre l'ONU pour toutes les opérations de maintien de la paix. C'est compliqué de trouver des contributeurs de troupes. Mais là, je ne vais pas plus loin. Je l'ai dit aussi qu'il était indispensable de monter en puissance. On est à la moitié de l'objectif, il faut aller plus loin que ça. Monsieur Diarra, brièvement, parce qu'on me fait signe de l'autre côté et que, bon, il faut qu'on arrête, mais on va prendre quand même après ça deux interventions. Oui,
l'aménagement a ses difficultés en raison de ce qui a été dit, c'est qu'elle n'a pas encore réussi à mobiliser les 12 000 hommes qu'elle est supposée comprendre. Est-ce que les raisons de ce déficit sont liées à un manque de confiance? Je ne suis pas sûr. Vous savez que la première exigence des Africains de la CEDEAO et de l'Union africaine était de faire de la force en présence une force essentiellement africaine. Et vous savez aussi que les Nations Unies ont des critères très rigoureux de sélection des contingents pour les déployer sur le terrain et que pas nécessairement tous les pays africains, même y compris ceux qui ont participé à la libération du Nord, ne répondent aux critères posés par les Nations Unies pour la sélection des contingents. Ça fait que les Nations Unies sont obligées de se retourner vers des pays tiers hors du continent africain, comme les pays asiatiques, le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde, qui ont une ancienne expérience en matière de déploiement des forces de maintien de la paix, pour venir étoffer les forces. Mais je pense que ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement que les troupes ne sont pas nécessairement à niveau pour être engagées. Si vous permettez d'ajouter juste un mot par rapport aux questions économiques, moi je mets un accent particulier sur cet aspect et l'inclusion dans la répartition des richesses, même si ces richesses sont maigres, des pays comme le Tchad, producteurs de pétrole, des pays comme le Mali, producteurs d'or et de coton, et d'autres pays qui ont d'autres richesses, génèrent quand même des revenus. Il faudrait que la répartition et la gestion de ces revenus-là soient faites de manière transparente et qu'elle inclut les priorités, en particulier des régions dont proviennent ces ressources-là, qu'elle inclut les priorités de développement local des différentes populations, surtout qu'elle inclut des priorités en matière de provision des services sociaux de base pour les populations et un accès équitable à ces ressources-là. Merci. Monsieur de Menton voulait réagir sur l'Europe rapidement. Nous avons 5 minutes pour terminer. Je voulais quand même juste défendre l'Union européenne autour de ça. Bon, le problème de l'Union européenne, c'est comme les grandes organisations, c'est toujours des organisations compliquées. Nous sommes 27 pays, il y a 28 maintenant. Il y a beaucoup d'une vision du continent africain qui est multiple et beaucoup de chantiers sur le continent africain. Pour autant, il y a une stratégie Sahel qui est une orientation assez forte de l'Union européenne. On est aujourd'hui très actif dans la dynamique des accords de Ouagadougou du Nord Mali. J'y participe moi-même beaucoup. Avec la communauté internationale, on ira jusqu'au bout. Le commissaire Pibals a participé à la visite dans la région présidée par M. Ban Ki-moon. On a annoncé 5 milliards d'euros de contribution pour les prochaines années. Bon, je pense que tout ça, c'est pas mal. Et c'est sur la région sahélienne. Derrière ça, il y a une demande d'efficacité de la part des pays européens. Ce que les pays européens veulent, c'est que ce que nous faisons, que l'argent européen, il soit efficace, qu'il ait un impact, qu'il y ait des résultats visibles. Et ça, c'est de la responsabilité de tout le monde. Oui, vous, la première voix féminine du... Bonjour, je me présente Manal Kabil, étudiante à l'ENCG de Stade. Alors ma question, en fait, on sait que beaucoup de maux dont souffre le Sahel et l'Afrique en général sont dus à la colonisation, notamment le fait que la façon dont les frontières ont été fixées s'est faite de façon un peu aléatoire. Alors, ne peut-on pas considérer en fait que l'intervention justement de ces anciennes puissances colonisatrices est une obligation? Voilà, donc c'est ma question. On va laisser parler Abdallah Coulibaly. Il a une réponse à ça, non? Bon, je ne sais pas si j'ai une réponse à cette jeune fille que je trouve vraiment percutante. Mais ce que je voulais dire, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre que le monde est en mouvement. Et dans cette dynamique de mouvement, il est bon parce que si aujourd'hui on doit remettre les problèmes de frontières en question, ça va être une secousse, un séisme important sur le continent. Alors l'obligation des gens d'intervenir, bon, on peut penser cela, mais la première obligation, c'est notre propre responsabilité en Afrique. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de vivre, je suis sévère, est essentiellement dû à l'irresponsabilité des dirigeants africains.
les gens viennent gérer chez toi quand tu ne gères pas chez toi. Donc, vous, qui êtes le futur, c'est commencer dès maintenant à prendre les choses en main pour éviter qu'on vienne vous dicter ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est le conseil que je peux vous dire en tant que père. Alors maintenant, ça me donne l'occasion, moi, de donner ma conclusion, puisqu'il me donne la parole. Il y a un jeune qui a parlé qu'on met trop l'aspect sécurité en avant et qu'il faut voir l'aspect développement. Il a totalement raison parce que quand on analyse les différents traités qui ont eu pour gérer les problèmes de crise dans le Sahel, un constat. Chaque fois qu'on a mis seulement l'aspect sécuritaire devant sans ajouter l'aspect développement, ça n'a pas marché. Et chaque fois qu'on a pris l'aspect développement sans tenir compte de l'aspect sécurité, ça n'a pas marché. La conclusion, pour qu'il y ait paix, il faut sécurité et développement. Et donc, comment faire ça, sécurité et développement, dans un environnement de pauvreté et dans un environnement de métissage. Parce que je tiens à dire à mon aîné et cher ami que la femme de notre ministre des Affaires étrangères est Benzakour. Qui dit Benzakour dit l'histoire. Le Maroc qui est venu au Mali. Et ce métissage, c'est la chance du Sahel. Alors, pour que nous puissions capitaliser sur tout ça, ça nous amène au concept de ville frontière. Parce qu'un des éminents panélistes a parlé des problèmes aux frontières. C'est là que tout se pose. Parce que vous voyez, quand vous regardez l'histoire, les populations étant mélangées, ils n'avaient pas de frontières, il y avait le déplacement facile. Ce qui fait aujourd'hui aussi, avec des frontières immenses, la porosité et la facilité, et donc le lit des terroristes. Mais comment faire pour soustraire les gens de ça? On va au problème de développement. Mais développer comment? Nous avons pensé qu'il faut aux frontières des infrastructures partagées. Par exemple, nous proposons qu'on crée une université du Sahel, une université de la bande sahélo-saharienne. Dans cette université, tous les ressortissants des pays du Sahel seront formés avec une chaire Sahel. Mais pas seulement ça. Aux différentes frontières, voir la possibilité de créer des hôpitaux. Lorsque les gens des frontières sont soignés dans le même coin, alors eux-mêmes sont plus enclins à protéger ces infrastructures. Donc, mais comment faire? Parce que ces infrastructures, malheureusement, nous ne sommes pas assez riches. Alors nous avons pensé à un concept. On a beaucoup de ressources en Afrique, mais malheureusement, regardez la RDC, encore une fois, notre irresponsabilité fait que, assis sur des richesses, nos gens sont en train de se tuer dans le désert ou dans les océans. Il faut accepter ceux qui ont le savoir de venir avec nous. Donc, nous proposons qu'on crée des sociétés d'exploration eurafricaines. L'Europe, aujourd'hui, tous les pays, la quasi-totalité des pays de l'Europe, si vous faites le ratio dette sur PIB, tous, c'est supérieur presque à 1. Ça veut dire quoi? Que leur production n'est pas à même de financer leur endettement. Ce sont des pays qui commencent à étouffer. Ils ont besoin d'oxygène. Et cet oxygène, ils vont trouver ça chez nous. Nous avons beaucoup d'oxygène, mais malheureusement, on dort dessus. Alors, en partageant tout ça, ils vont nous donner le savoir-faire, parce qu'ils ont le savoir-faire en Europe. Ça va nous permettre d'éviter ces migrations qui sont une honte. Regardez les morts qu'on a vues il n'y a pas longtemps au Niger. Donc, on va développer l'Afrique avec ces sociétés d'exploration qui, dès qu'on a pu dénicher des ressources, on va créer les sociétés d'exploitation eurafricaines. Et ça m'amène au concept final. Et mademoiselle, vous le verrez, moi probablement pas, parce que je le mets à l'horizon 2025. Non, c'est ma vision personnelle. Il va se créer ce que j'ai appelé l'Eurafrique. Et cette entité nouvelle va créer le bonheur. Parce que les gens sont, quand vous appelez ces gens, ils viennent tuer leurs ressortissants pour nous. Mais il faut qu'ils trouvent leur compte dedans. Donc, risque partagé, ressources partagées, bonheur partagé. Et j'en ai fini. Ah, ça a été très long, mais nous n'avons pas beaucoup de choix. Hein. Les organisateurs font pression. Je suis désolé, nous allons devoir finir là.
On va juste dire, un peu pour rebondir sur, pour résumer, pour les principes énumérés par Dufour, c'est-à-dire que la solution existe bel et bien au Sahel, à condition effectivement que la diversité existe malgré la nation, que les sensibilités existent malgré la démocratie, que les spécificités existent malgré la généralité, qu'il y ait que l'inter-africain, l'inter-sahélien existe malgré leur Afrique, je veux dire. Et ça, c'est la condition, effectivement, pour que le Sahel voie le jour. On vous remercie d'avoir été là pour suivre ce débat et nous remercions chacun des panélistes.